bienvenue dans ce Culture Mag spécial. Aujourd'hui, les filles, les garçons, c'est le moment d'assumer votre fan attitude, de crier, de monter sur les tables. Nous recevons l'acteur Tomer Sisley, l'un des plus beaux gosses du cinéma français. Vous l'avez connu acteur de stand-up, puis acteur comique, puis héros ténébreux. Le voici désormais acteur engagé. Tomer Sisley, s'il le veut bien, nous parlera de son nouveau bébé, le film dédié au boxeur Young Perez. Il nous parlera aussi cinéma, identité et pourquoi pas liberté d'expression. Voilà pour le sommaire de ce grand entretien dédié à Tomer Sisley. Bonjour Tomer Sisley, comment ça va? Bonjour, ça va super, je suis flatté, je ne sais pas où me mettre en fait, je suis très gêné de tous ces compliments. Non, ne bougez pas, restez là où vous êtes, mais je peux vous dire que c'est l'émeute. Ah, Tomer Sisley, mon Dieu, toutes les filles et les garçons sont raides. Quand est-ce que vous avez senti que vous étiez un peu l'un des beaux gosses du cinéma français? Il y a à peu près 30 secondes quand je vous ai entendu le dire. Ah bon? D'accord. Non mais franchement, sérieux, un peu avant quand même? Ça ne vous a pas engagé pour des rôles de Quasimodo quand même dans l'ensemble? Non, bien sûr que non, mais vous savez, tout ça est très surfait. Il y a finalement pas si longtemps que ça, avant qu'on me propose des rôles que vous qualifiez de beaux gosses, on me proposait encore des rôles de voleur d'autoradio dans Navarro. Donc, c'est vrai. je sais qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul et des pincettes. Vous avez raison. Alors, Tomer, vous avez un projet qui vous tient à cœur et c'est pourquoi vous êtes sur le plateau du Culture Mag aujourd'hui. C'est un documentaire, il est titré Young et moi. Il est consacré à la mémoire de ce célèbre boxeur juif tunisien, Young Victor Perez, qui d'une certaine façon a sauvé sa peau à Auschwitz en boxant et qui n'a pas survécu aux marches de la mort. Tomer, qu'est-ce qui fait écho en vous dans la vie de cet homme ? Ce que je trouve fascinant dans la vie de ce garçon, c'est que c'était un rebelle. C'était quelqu'un qui criait plus fort que tout le monde. Si vous avez un problème avec moi, on va essayer de le régler ensemble, mais qui refusait de se soumettre, qui vivait à une époque où être tunisien, ça voulait dire être un singe d'Afrique. Et être juif, ça donnait le droit à tout le monde de vous cracher dessus. C'était à une époque où l'antisémitisme n'était pas encore vraiment qualifié. Et ce garçon-là avait décidé du coup de mettre une énorme étoile de David sur son short de boxeur comme pour mettre une droite dans la bouche de tous ceux qui parlaient mal de lui et des Juifs. Je trouvais ça fascinant. Il avait c'est un certain courage, un petit peu comme Mohamed Ali l'avait pour s'insurger. Alors, Tomer, le film, ce documentaire est quasiment terminé. Quels sont les moments forts dont vous vous souvenez pendant ce tournage, pendant cette enquête ? Oh mon Dieu, il y en a eu tellement. On est retourné sur les lieux de l'endroit où il a boxé dans les camps. Il a été déporté dans le convoi numéro 60 à Buna Monowitz, qui est considéré comme Auschwitz III. Et Buna Monowitz, c'était pas un camp d'extermination, c'était, on va dire, un camp d'extermination par le travail. Il faisait travailler les déportés dans une usine qui fabriquait du caoutchouc synthétique là-bas. Et quand Victor Young Perez est arrivé là-bas, les Allemands n'étaient que trop contents d'avoir un champion du monde dans le camp. Et le directeur du camp, qui était un fan de boxe, a eu cette idée d'organiser des matchs de boxe entre déportés tous les dimanches. Et donc a été créée une petite équipe de 22 boxeurs dont Victor Young Perez faisait partie et contre 1 litre de soupe supplémentaire par jour, il boxait pour le plaisir des SS et des capots. L'histoire est dingue. Et donc on est retourné sur les lieux. Oui, allez-y. Non, je voulais juste qu'on voit un extrait de ce documentaire, parce que vous en parlez très bien, mais peut-être que des images peuvent parler. Je vous propose qu'on regarde un court extrait de ce documentaire, Victor et moi. Avec plaisir, ce sera toujours mieux les images.
première fois qu'on m'a raconté l'histoire de Victor Pérez, j'ai été bouleversé. C'était incroyable, émouvant et terriblement cinématographique. J'ai tout de suite décidé d'en faire un film. J'ai cherché à savoir qui il était, comment il vivait. J'ai rencontré les derniers témoins qui l'ont connu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça m'amène aussi loin. On sent beaucoup d'émotions. Tomer Sisley, avec votre productrice Sophie Naoum, vous avez décidé de lancer un crowdfunding. Qu'est-ce qui fait qu'il manque encore de l'argent? Est-ce que, je ne sais pas, les investisseurs habituels du cinéma ou du milieu du documentaire n'ont pas voulu nous traîner les pieds? Qu'est-ce qui se passe pour que ce projet ne soit pas finalisé? Écoutez, c'est malheureux, mais les réponses qu'on reçoit régulièrement des grandes chaînes, qui sont celles qui financent en règle générale ce genre de documentaires, la réponse en règle générale, c'est oh, encore la Deuxième Guerre mondiale, encore la Shoah, on a déjà trop de choses dessus. Voilà, comme si le sujet avait été éculé et que ça n'intéressait plus personne. Moi, je pense que c'est très important de continuer à en parler. Il se trouve que là, le sujet, c'est pas intrinsèquement la Shoah. On parle d'un personnage et on raconte à travers la vie de ce personnage-là 2-3 choses qui se sont passées là-bas. Moi, ça m'a bouleversé. C'est-à-dire qu'on est retourné à Buna-Monowitz. Il n'y a plus rien. On a assisté à un mariage polonais devant les portes du camp d'Auschwitz II. À Buna-Monowitz, là où il y avait le camp de Buna-Monowitz, aujourd'hui, il y a des maisons, des gens qui y habitent. On est rentré dans le jardin d'une maison, on a retrouvé un bunker de Buna-Monowitz. Enfin, je veux dire, l'histoire est complètement dingue. Aujourd'hui, il y a encore des survivants. J'ai eu la chance de rencontrer des gars qui ont été déportés là-bas avec lui, qui sont encore en vie, et qui racontent cette histoire. Et dans 5 ans, ce sera fini. Ce sera trop tard, ils ne seront plus là. C'est pour ça que je tenais absolument à le faire vite. Et on va vous... les chaînes. Et on va vous aider. On va vous aider. Alors, je voudrais qu'on parle... Oui, pardon, allez-y, dites-moi. Non, j'espère, je disais j'espère. Bien sûr. On est là pour ça. Tomer Sisley, vous êtes né à Berlin, de parents israéliens. Est-ce que vous continuez à dire sur scène ce que vous disiez lorsque vous avez commencé en stand-up? En gros, alors mon père est arabe et ma mère est juive. Non, je le dis plus pour la bonne raison que je ne fais plus de stand-up. Ah, oui, mais je prenais beaucoup de plaisir à le dire, et si je faisais du stand-up encore aujourd'hui, je me poserais la question si je devais le dire ou pas. L'idée derrière tout ça, c'était évidemment de prôner une certaine entente cordiale, une certaine paix, et puis montrer le ridicule de certains différends qu'on peut avoir en règle générale, mais je ne suis pas certain que tout le monde l'ait compris comme ça. Je ne suis pas certain que tout le monde ait vu le ridicule derrière. Je parle de certaines bases racistes et de certaines bases de haine. Je ne parle évidemment pas des guerres israélo-arabes. Non, si on a le temps, on en parlera un petit peu. Alors, vous avez démarré, entre autres, en première partie de Jamel Debbouze. On a regardé votre filmographie, elle est bourrée de gens qu'on aime. J'imagine que vous avez une bande de copains. Est-ce que dans le cinéma, dans votre milieu, on se traite comme les ados se traitent, les noirs, les feuges, les chabers, aujourd'hui ? Pardon, j'ai pas entendu. Non, je répète ma question. Je disais que vous avez toute une bande de copains qui constituent votre filmographie. Je voulais savoir si dans le milieu du cinéma, aujourd'hui, en 2015, après tout ce qui s'est passé, est-ce que ça se traitait comme les ados se traitent? Vous savez, les jeunes qui disent « toi t'es noir, toi t'es feuge, toi t'es chabert ». Est-ce que dans tous vos amis du cinéma, est-ce que vous sentez ça? Non, je pense que les gens ne se permettraient pas de faire ça avec moi s'ils ne sont pas dans mon cercle proche d'amis. Après, les gens avec qui je suis très copain, ils peuvent tout se permettre avec moi, mais on sait que c'est du 15e degré. Ouais. C'est la fameuse phrase de Desproges, ça dépend avec qui on rit. Mais
un de mes meilleurs amis, c'est Kader Aoun. Kader Aoun peut me dire les pires choses de vraiment me faire rentrer des choses dans la tête qui peuvent me faire saigner les oreilles tellement c'est vil. Et ça me fera rire parce que je sais que c'est du 15e degré de sa part. Ouais. Donc, il n'y a pas de règle en fait. Non, il n'y a pas de règle, c'était une question comme ça. On a regardé aussi votre page Wikipédia, c'est assez drôle parce que votre premier film en 96, c'est celui de Moki, et il y a marqué rôle de Tomer Sisley, beurre. Et alors on a vu les affiches d'autres films là, dans lesquels vous avez joué. Après on sent que vous prenez un peu de poids, Dédale, Truand, Toi et moi, etc. Vous avez longtemps été l'arabe de service. Comment vous en êtes sorti ? Eh bien, je vais vous dire comment. Je m'en suis sorti en faisant du stand-up, tout simplement. En fait, à l'époque où moi j'ai démarré, toutes les personnes, tous les acteurs qui avaient une tête de basané, il n'y avait pas de rôle pour eux. Mais parce que c'était une époque où dans les médias, il n'y avait pas encore vraiment de la place, ni pour les Noirs, ni pour les basanés. Juifs ou pas juifs, qu'ils soient juifs ou arabes. C'était avant MC Solar, c'était avant Jamel Debbouze, c'était avant toute cette... Ouais, toute la médiatisation des minorités en France. Tous les médias étaient blancs. Et donc, les rôles de basanais, c'était des voleurs d'autoradio, quoi. Ouais. Il n'y avait rien d'autre. Et le problème, quand on est acteur, c'est qu'on dépend du désir de quelqu'un de vous faire travailler. Donc ce désir-là, il faut le créer. En tout cas, si vous ne voulez pas juste attendre à vous tourner les pouces et espérer qu'on vous appelle. Bon, et puis depuis, et donc pour ce faire... Non, enfin, pour depuis, ce faire, j'ai fait du stand-up. Vous avez fait du stand-up, et puis ensuite, on connaît la carrière que vous avez eue. Vous avez donné la réplique à Sharon Stone, et puis notamment à Bar Refaeli. Alors, on vous a suivi pendant l'aventure Kidon, qui était projetée ici en Israël. Vous voyez ce pays, celui de vos parents, évoluer vers quoi? Est-ce que vous suivez l'actu israélienne, l'Iran, les Palestiniens, les élections, les États-Unis, les partis politiques, la crise sociale? Oui. J'essaye de suivre. Je suis israélien moi-même, j'ai un passeport israélien, je parle hébreu avec mes enfants, toute ma famille je suis un vrai Israélien. Mais je n'y habite pas, donc j'essaye de prendre le plus de pincettes possible quand je parle de ce sujet. Et je vais vous dire, à chaque fois, moi j'adore parler de ça et surtout j'adore découvrir des choses. J'adore demander l'opinion de diverses personnes qui sont censées très bien s'y connaître. Et évidemment, les opinions divergent tout le temps. Donc je vais vous dire, la sensation que j'ai, moi, c'est un peu comme si j'essayais de parler d'un bouquin dont j'ai pas encore lu la fin. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai adoré le documentaire The Gatekeepers, sur les anciens directeurs du Shabak, qui donnent leur opinion sur ce qu'il faudrait ou pas faire en matière de sécurité, oui. Mais je sais pas, je vous le redis, j'ai la sensation de devoir parler d'un bouquin dont que vous n'avez pas je n'ai lu qu'à moitié. L'issue. Mais enfin, vous êtes quand même très très attaché à Israël, vous l'avez dit. Je voudrais juste, parce qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, terminer sur une image. Comment un si joli garçon que vous, avez-vous pu accepter d'être un oiseau, une grue, de donner la voix à Maître Grue dans Kung Fu Panda? Pour faire rêver mes enfants, tout simplement. Pour que mes enfants voient un dessin animé, qu'ils entendent la voix de papa. Faites-la, la voix de papa, pour voir. Vous y arrivez? Faites-la. Je m'en souviens plus. Non, mais je crois que j'ai pas vraiment déguisé ma voix. Je parlais j'avais un petit peu augmenté la tonalité. Je parlais comme ça, un petit peu. Voilà, c'est ça la voix de Grue, je crois, à peu près. Bon, Tomer Sisley, vraiment merci beaucoup. La grande déception de la journée, c'est qu'il paraît que le Largo Winch numéro 3, vous n'allez pas être dedans. Effectivement. C'est vrai? Ça, c'est une catastrophe, mais on aura... Oui, c'est vrai. Mais... Bon, écoutez, on vous verra. C'est vrai, mais écoutez, Largo, c'est un éternel jeune. Moi, j'ai déjà 40 ans et puis je me rajeunis pas. Bon, voilà. Et puis, il faut faire d'autres choses en tant qu'acteur. Mon rôle, c'est pas mon travail, c'est pas Largo Winch. Non, bien sûr, c'est pas Largo Winch, mais enfin, notre travail, c'est de vous aimer dans Largo Winch. Alors nous, on est le public, c'est ça qu'on veut, quoi.
Voilà, merci beaucoup Tomer Sisley. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Je rappelle que vous participez à ce documentaire édifiant consacré au boxeur Victor Pérez, qui est mort d'ailleurs dans les camps de la mort à la sortie d'Auschwitz. On fera tout pour vous aider à ce que ce film sorte. Merci à vous.